On enchaîne sur une table ronde qui me tient beaucoup à cœur, puisqu'on va parler d'un sujet qui peut effrayer, alors que c'est ultra important pour bâtir notre avenir. Il s'agit de la recherche, du développement et le lien avec l'économie. Donc, ce qu'on peut aussi appeler la deep tech, le croisement entre la science et l'esprit d'entreprise. Pour nous accompagner sur cette prochaine table ronde, j'invite Anthony Baudier, qui est le CEO de Global Vision, sous vos applaudissements. David Alexandre, qui est responsable de Créinov, l'incubateur de l'Université de Lille. Vous pouvez aussi applaudir. Grégoire Maurice, qui accompagne des projets de start-up à l'INRIA, le Startup Studio. Et enfin, François Otavi, qui est le CEO de Miodev. Sous vos applaudissements. Ben, il nous en manque un. Il est dans la secret room, mais il a une vision importante. Et une autre juste après. Alors, c'est le business. C'est la seule excuse acceptable. Sinon, on le sort par le callback. Voilà, vous connaissez ma baseline, j'en ai deux. Le bon argent, c'est l'argent du client, Hélène l'a évoqué, et business first. Donc, on va commencer sans lui. La vraie question qu'on peut se poser, c'est comment arriver à intégrer les travaux de la recherche appliquée avec le monde économique. On va essayer d'y répondre en 30 minutes. Je suis sûr qu'on va toucher du doigt à cette réponse. Mais d'abord, on parle beaucoup de deep tech en bon franglais. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut déjà me donner une définition un peu plus compréhensible par même tout le monde? Anthony, on a une. C'est moi, je crois. Ouais, alors deep tech, effectivement, c'est un vocable qu'on entend régulièrement dans l'écosystème. Alors, certains savent très bien de quoi il s'agit, d'autres un peu moins, sans doute. Donc, un projet deep tech, en fait, c'est un projet d'innovation qui vient valoriser des travaux de laboratoire scientifique. Donc, on part d'une création de connaissances qui a lieu dans un laboratoire, quel que soit le domaine, et qu'on va appliquer économiquement, et on va essayer de trouver un marché pour valoriser ces travaux de laboratoire. Donc, c'est ça un projet deep tech, c'est un projet qui s'appuie sur des travaux de laboratoire. Alors, quand tu parles de valoriser, ça veut dire quoi? Qu'il y a un actif, il y a un brevet obligatoirement? Pas forcément, il peut y en avoir, effectivement. Il y a de la propriété intellectuelle, a priori. Pas forcément sous forme de brevet, tout dépend du domaine, mais enfin effectivement il y a de la propriété intellectuelle, donc qui à la base appartient au laboratoire. Donc ça fait partie aussi des mécanismes à mettre en place, comment on va valoriser cette propriété intellectuelle, mais effectivement il y a de la propriété intellectuelle sous forme de brevet ou autre. Ouais, rappelle-moi un peu ce que fait Global Vision. Nous, on accompagne notamment financièrement des projets d'innovation portés entre autres par des startups et notamment des startups deep tech. On travaille régulièrement avec des startups deep tech. Donc, en général, le schéma classique, une petite équipe issue de laboratoire qui va créer ce qu'on appelle une spin-off. Voilà, c'est une spin-off, c'est comme les séries. On crée une structure qui est issue du laboratoire, une start-up, en espérant pouvoir valoriser économiquement les travaux du labo. D'accord, d'où l'aspect valorisation importante pour savoir comment les financer et à quel montant. Est-ce que, bon retour parmi nous, d'ailleurs on peut l'applaudir, c'est signé ou pas? Sinon, tu as le droit de retourner dans la salle si tu n'as pas signé. Bon, David Alexandre et Grégoire, valorisation. Déjà, comment on valorise les travaux de recherche avant même de rentrer dans l'exploitation économique? Comment vous faites? Comment ça se passe? Alors sur la valo, donc nous c'est notre métier. À INRIA, on a du coup un service valorisation qui est dédié, qui est en interne. Et on a cette chance-là. En fait, la valo, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chercheurs, quand ils ont trouvé quelque chose, ils ont fait un test, on va dire un test en paillasse, ils ont fait en labo, ils ont testé, généralement avec des données simulées, donc c'est eux qui ont créé les données, et puis ils ont dit, tiens, ça marche tout, c'est pas mal, ça peut faire cette chose-là, et ils ont besoin d'avoir un terrain de jeu. Voilà. Et donc, pour trouver un terrain de jeu, ils ont besoin de sortir du labo. Donc, il y a pas 50 000 options, il y en a deux en fait. Soit la valorisation, elle se fait via un contrat bilatéral, ce qu'on appelle un contrat public-privé, donc qui se fait avec une entreprise. Le contrat étant de mettre des moyens de tester la solution grandeur nature avec des vraies données, pour le coup, un vrai terrain de jeu, des vrais problèmes,
et de voir si le prototype qu'ils ont construit en labo arrive à donner du fruit, des résultats. Donc ça, c'est généralement une des premières démarches. Alors, juste pour cette première démarche, il y a un aspect financier ou alors c'est juste une... Il y a toujours un aspect financier. Ouais. C'est pas qu'une table dans la main, il y a un contrat. Non, il y a un contrat. Ouais. Et qui paye? Alors, c'est l'entreprise. Okay. Voilà, l'entreprise qui paye pour voir et puis pour, du coup, intégrer la solution si jamais la solution qui a été développée crée la solution et adaptée à leurs problématiques. D'accord. Donc, elle perçoit un levier de compétitivité et de valeur ajoutée par rapport à sa concurrence. Exactement. Okay. C'est l'idée. En fait, les chercheurs, ce qui les excite, c'est d'arriver à créer des choses qui n'existent pas. Si c'est du domaine de ce qui existe, on va dire, des solutions de marché, là, vous avez pléthore de SN qui sont sur la place et qui font le job. Là, ce qui est sur un contrat donc, de valorisation, de R&D, donc recherche et développement, c'est d'arriver à trouver des solutions qui n'existent pas, donc qui sont sur l'état de l'art d'un point de vue recherche, mais qui n'ont pas de terrain d'application dans le monde réel. Et donc là, c'est d'aller pouvoir tester cette solution en vrai. Alors, le modèle, il est assez simple. Oui, il y a de l'argent parce qu'il y a des moyens qui sont... Mais d'abord, des moyens humains. Là, j'insiste là-dessus parce que on a beaucoup d'entreprises et notamment des startups. C'est génial, les startups. On adore ça. D'ailleurs, on l'a même mis sur notre logo, INRIA Startup Studio. Donc ça, on est compatible avec les startups. Mais pour faire un contrat de valorisation donc, entre une startup et un labo de recherche, c'est souvent hyper compliqué pour 3 raisons. La première, c'est qu'une startup, elle ne va jamais dire qu'elle a de problème qu'elle ne sait pas résoudre. Voilà, parce que généralement, elle a une solution, donc elle ne va pas dire que sa solution, elle ne marche pas. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, je parlais des moyens humains. C'est qu'il faut qu'au sein de l'entreprise, qu'elle soit start-up ou grand compte, ou une PME, PMI, il faut qu'il y ait des personnes au sein de cette structure-là qui soient capables d'encadrer aussi ce contrat, cette recherche, parce que la recherche, elle est à 2 étages. Elle est côté labo, mais elle est aussi côté entreprise, puisqu'il y a cette fameuse dynamique de transfert. L'idée, c'est de transférer la techno du labo dans l'entreprise. Donc, il faut, au sein de l'entreprise, qu'il y ait des personnes qui sont en capacité à travailler avec des chercheurs. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Et après, on parlait des moyens financiers. Oui, il faut de l'argent parce que l'entreprise, elle va mettre du temps. L'équipe de recherche aussi. L'équipe de recherche, le temps qu'elle va mettre, c'est du temps qu'elle ne va pas mettre à faire de la recherche, mais du coup, à trouver de l'applicatif. Et donc, du coup, qui dit contrat, dit contrepartie et dit argent. C'est ce qui permet de mettre tout le monde d'accord pour payer ce temps-là et payer ce fameux transfert. Mais on l'a vu juste avant, sur la partie R&D, il y a plein de systèmes, de mécanismes. Et d'ailleurs, Anthony pourra en parler avec le CIR, le SICO, le C2I. Voilà, il y a pas mal de choses. Ouais, avant d'arriver là-dessus, le point de vue peut-être... à l'Université de Lille, vous faites comment? Oui, on fait à peu près de la même manière. En sachant qu'une voie de valorisation, c'est la création de start-up qui va justement utiliser des résultats de recherche pour proposer des nouveaux produits, des nouveaux services. Et au lieu de licencier une entreprise existante, on va créer une entreprise spécifiquement pour pouvoir valoriser ces recherches. Alors, ce que je voulais quand même préciser, c'est que toute recherche n'est pas forcément appliquée. On a quand même beaucoup de chercheurs qui sont encore dans une optique fondamentale, donc qui ne sont pas forcément avec un objectif d'aboutir à des résultats de recherche qui trouveraient une application dans le monde socio-économique. Après, il y a parfois des résultats de recherche fondamentales qui vont trouver des applications très longtemps après avoir été trouvés. J'avais eu un exemple, alors je ne vous citerai pas exactement ce que c'était, mais d'un morceau de truc en maths qui est resté dans les tiroirs pendant 200 ans et qui maintenant est crucial pour tout ce qui est technologie GPS. Donc, donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus de droit d'exploitation maintenant, parce que 200 ans après. Mais voilà, quoi. Donc, et sinon, oui, donc on travaille à peu près sur le même modèle, en sachant que, effectivement, dans le digital, dans le numérique, la recherche, elle est par nature plus fondamentale. Donc nous, à l'Université de Lille, on a quand même on balaye beaucoup de disciplines universitaires. Ça va de la chimie aux maths, en passant par les sciences éco, sociaux, etc. Donc bon, il y a quand même certaines disciplines qui se prêtent plus à la valorisation via la création d'entreprises que d'autres. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais
La deep tech, c'est tout secteur d'activité confondu, c'est très Oui, transversal. oui, alors quand même avec juste une petite précision aussi par rapport à ce que disait Anthony, la deep tech définie telle que définie par BPI implique quand même de la propriété intellectuelle qui est souvent matérialisée par un brevet et c'est compliqué de déposer des brevets en SHS, sinon de trouver un moyen de mettre une couche, un vernis numérique pour pouvoir avoir un actif qui serait éventuellement protégeable. Mais bon, c'est plus simple en chimie, en matériaux, en électronique, quoi. Quand on sait mesurer, quelque part. Ouais. SHS, sciences humaines et sociales, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Justement, Anthony, on parlait de financement, les critères. BPI a besoin de donc, ces outils de valorisation, mais c'est pas que. On parlait du CIR. Tu sais nous donner un peu ces différents critères? Ouais, alors effectivement, sur un projet deep tech, l'avantage, c'est qu'il y a une espèce de voie royale en termes de financement. C'est très très soutenu financièrement parce que les pouvoirs publics mettent le paquet sur les projets deep tech et on n'a pas suffisamment en France et aussi dans la région. Donc il y a vraiment une volonté des pouvoirs publics de faire émerger davantage les projets les projets deep tech. Donc il y a une voie royale. Alors ça va commencer par une BFTE Bourse French Tech. Émergence chez BPI. On va parler de concours iLab. C'est combien la bourse French Tech Émergence? C'est 90 000. 90 000 euros. Pour démarrer, sympa. Ouais. Du concours iLab, du concours Innov, de l'EIC Accelerator au niveau européen, de l'ADI Deep Tech chez BPI. On peut compléter effectivement avec les dispositifs fiscaux, CIR, CI, JEI, SICO. Bon. Tout ça accumulé financièrement, c'est très 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 soutenu. Donc ça c'est intéressant, c'est qu'on est quand même un pays qui avons conscience que notre avenir, elle passe par la recherche et préparer l'avenir, ça passe donc par ce lien avec le monde économique. On a un bel exemple, même si le contrat n'est pas signé, c'est pour bientôt. Déjà, est-ce que tu sais nous expliquer, François, ce que c'est que ton entreprise? On a parlé de spin-off tout à l'heure, c'est le cas. Tu peux nous faire un petit débrief sur un petit pitch Miodev? Voilà, bien sûr. Alors nous, chez Miodev, on développe des dispositifs pour analyser l'activité musculaire. Alors ce système, il est vraiment utilisé en rééducation pour adapter le traitement des patients atteints d'AVC, de ligaments croisés, tout type de patients. Et l'idée derrière, c'est d'une part traiter grâce à ces capteurs et de mesurer l'activité, donc d'adapter les traitements et aussi de bilanter pour suivre l'évolution du patient tout au cours de sa rééducation. Donc nous, on travaille beaucoup avec les CHU et les kinés libéraux. Et tu es chercheur à la base? Non, du tout. Je suis ingénieur de formation. C'est quoi le lien alors avec une spin-off de l'INRIA? Ça date d'un bon moment. Quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai postulé à un concours, l'IoT Creative Challenge, soutenu par le CITC, et je l'ai gagné, soutenu aussi par l'INRIA. Donc, suite à ça, j'ai continué à développer le projet de mon côté. Et depuis 2 ans, on s'est lancé à temps plein sur le projet. Et 1 an, suite à ça, on a travaillé avec l'INRIA. On a intégré l'INRIA Startup Studio. D'accord. C'est quoi l'INRIA Startup Studio? Alors, c'est génial, déjà. Okay, merci, c'est bon. Alors, nous, on soutient les projets donc, issus du monde académique, mais on accueille aussi des ingénieurs à potentiel. Et alors, on finance les porteurs, en fait, on finance leur salaire. Donc, pendant 1 an, donc on finance 12 mois de CDD jusqu'à 2 personnes par projet pour explorer un marché et finir de développer la techno. Mais je mets bien en 1, explorer un marché et finir de développer la techno, parce que forcément, la techno, côté recherche, ils adorent ça. Mais une techno sans marché, ça ne fait pas de start-up, on est bien d'accord. Et donc, le dispositif, il est comme ça. Donc, l'idée, c'est pendant 1 an, ils doivent vraiment aller, on les pousse dans leur retranchement pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur idée en rencontrant un maximum de monde au sein du marché qu'ils ont identifié, ou sinon de faire des pivots s'ils se rendent compte que finalement c'est mort-né. Et à l'issue de ce programme, donc c'est sur autofinancé, hein, donc c'est sur fonds propres, INRIA qui investit sur les personnes pendant 1 an. C'est l'équivalent à peu près de 150 000 € par projet. Et à l'issue de cette année-là, ils ont 3 options. Soit ils doivent signer un contrat ou recevoir un chèque. Dans ces cas-là, il vaut mieux créer la start-up.
Voilà. Donc tout est réuni. Donc ça, c'est à peu près 20% des cas. Soit ils rejoignent un incubateur. Donc là, sur l'écosystème régional, il y en a quelques-uns. Ça, c'est à peu près 50% des cas. Soit finalement, ils arrêtent parce qu'il vaut mieux arrêter maintenant et puis avoir l'intégralité, on va dire, de France Travail plutôt que de s'exprimer et d'arriver sur un mur. Donc voilà, c'est le programme qui est donc notre mission de service public, puisqu'on a un institut public, c'est de diffuser une culture entrepreneuriale au sein du monde académique, donc au sein des chercheurs, parce que c'est le deuxième vecteur pour la fameuse valorisation. Le deuxième vecteur, c'est de créer une spin-off, une start-up issue du labo. Et puis alors sur ce programme-là, donc c'est un programme qui est national. Il y a 200 projets depuis 5 ans. Et nous, on opère au niveau local. Donc au niveau local, c'est à peu près 5 projets par an, issus donc du monde académique. Et avec des exceptions, on accueille des ingénieurs qui sont compatibles avec le monde de la recherche. Et alors, ce qui est intéressant avec François, ce qu'il ne dit pas, c'est que pendant un an, en fait, les équipes de recherche du centre de Lille n'ont quasiment jamais voulu parler avec lui. Hein, ça va, c'est bien résumé. Par contre, il y a eu un moment qui a été critique, enfin pas critique, mais qui a permis de mettre le feu aux poudres. Une bascule. Une bascule, ouais, bien vu. Une bascule. Et ça, je vais te repasser le micro, mais à un moment donné, donc, il était aussi sur faire du jeu pour arriver à rééduquer et à intensifier la rééducation. Enfin, voilà. Et en fait, ils voulaient créer eux-mêmes des jeux vidéo. Et puis là, ils se sont rendus compte que créer un jeu vidéo et être aussi bon que les jeux vidéo qu'on a sur les consoles de jeux du marché, Et des compétences autres. Ouais, c'est pas évident parce qu'ils étaient très branchés sur leur techno. Et ils se sont dit, mais tiens, en fait, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire notre outil de rééducation musculaire viennent se pluguer sur des consoles de jeux. Et là, ils ont ouvert la boîte de Pandore parce que rien que ça, en fait, ça amène plein de questions, plein de problèmes. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont rencontré l'équipe Loki qui ont dit, tiens, ça nous intéresse. Je te repasse le micro. Ah ouais, je suis intéressé. C'est quoi? C'est du serious game, c'est ça? Exactement. En fait, l'équipe Loki, on l'a rencontrée en fin de INRIA Startup Studio, vraiment à la fin. Et on s'est dit, on voulait contrôler par exemple Mario Kart. On a vu beaucoup de papiers de recherche sur des jeux vidéo déjà utilisés pour la rééducation. Donc, ils adaptaient ces jeux vidéo exactement pour contrôler un Mario Kart, mais pour faire des mouvements de pronation et de supination pour un patient AVC, pour retrouver de la motricité. Donc, super engageant sur un patient sur 15-20 mois, très intéressant, mais difficile à développer de base et à intégrer et s'interfacer directement. Donc, on a commencé par un stage, donc trouver une stagiaire, en partie aussi financé par le PUI, PUI Lille, pour faire un stage de pré-thèse. Comme ça, on a pu, c'est vrai qu'on ne se connaissait pas trop, et commencer à faire un projet avec l'équipe Loki, savoir un peu comment on travaillait mutuellement. Donc, on avait des rendez-vous toutes les semaines pour savoir un petit peu comment on avançait. La stagiaire venait aussi à MioDev pour travailler sur le projet de façon plus hardware. Et après ça, au fur et à mesure, ça s'est bien décanté. Et elle a eu son école d'ingénieur. Et derrière ça, on espère, on croise les doigts. Là, justement, j'étais en réunion avec la région pour avoir une thèse FEDER pour qu'elle puisse être financée à partir de janvier. Donc, nous, on financerait une partie et le reste, l'INRIA et la région, pour pouvoir continuer et travailler sur la thèse pendant ces 3 prochaines années. Tu as cité plein de termes que je comprends. Pardon, désolé. que je fais semblant de pas comprendre. Le PUI, la thèse FEDER, mais ça, Anthony nous décryptera tout ça. Mais juste pour continuer sur ce lien, parce que j'ai bien compris que c'était une espèce à part, les chercheurs. Si on n'a pas un intérêt commun, ils restent dans leur grotte. Mais non, je vais plutôt passer la parole à David Alexandre qui va m'expliquer comment ça se passe au sein de Crinov et c'est quoi le mode de fonctionnement chez toi? Déjà, comme tu dis, les chercheurs ne sont surtout pas des prestataires de services. Hein. Il ne faut pas les aborder sous cet angle-là. Il faut aller... alors, juste quelques éléments de contexte, puisque nous, on a été créé il y a un petit peu plus de 20 ans, l'incubateur a été créé pour justement aller favoriser l'émergence d'entreprises issues des laboratoires de recherche. Donc, tel des Monsieur Jourdain de la tech, on a fait de la deep tech sans le savoir pendant 15 ans. Mais on s'est rendu compte aussi que il y avait des personnes extérieures à l'université qui pouvaient être intéressées par une mise en relation avec des équipes de recherche pour pouvoir avancer sur des points qu'ils ne maîtrisaient pas suffisamment dans le cadre de leur projet,
ou pour apporter une pièce supplémentaire qui elle-même apporterait une valeur ajoutée et un avantage concurrentiel au projet. Donc voilà, donc nous, à ce niveau-là, quand il y a une personne extérieure à l'université qui nous contacte, déjà, on s'assure de son besoin réel, sinon on va l'orienter peut-être vers une structure qui sera plus adaptée à ce qu'elle attend. Et après, on identifie les bonnes ressources recherche avec qui on va faire une mise en relation. Alors après, ça se passe bien, ça se passe pas bien, ça met autant de temps. Un bon exemple que je peux citer, c'est c'est un ingénieur aussi en électronique, mais plus sur des machines-outils dans l'univers de l'agriculture, qui était passionné de musique électronique, qui faisait pas mal de trucs sur des synthés, qui est venu nous voir avec un projet lié à la conception de nouvelles gammes de synthétiseurs. Il s'est rendu compte, parce qu'il était aussi clarinettiste, qu'il y avait plus un manque sur les instruments avant électroniques, et on l'a mis, alors spontanément, je dirais, en lien avec une équipe de recherche qui était plus sur la tech, hein, donc à la fois le développement et l'élaboration, la conception du hardware, mais également, et là pour le coup c'était un petit peu exceptionnel, avec une équipe en musicologie, anciennement Lille 3, qui était hyper intéressée par tout ce qui était usage en matière d'instruments de musique, jeux collectifs, etc. Et là, il y a une super mayonnaise qui a prise. Et voilà. Quelque part, ça rejoint un peu la table ronde précédente sur chercher son associé. Vous êtes des marieuses. Comment vous faites de votre côté? Vous avez des bases de données, une super mémoire et vous savez sentir qui irait bien avec qui? Non, bah là, c'est la loi du nombre, hein. Il faut mettre en interaction beaucoup de personnes, et puis des fois ça match, des fois ça matche pas. Là, ce qui est intéressant dans le cas de figure de François, c'est que franchement, pendant un an, on a essayé, hein. Moi, je suis le facilitateur. Donc, quand vous êtes facilitateur et que ça facilite pas, vous dites, bon, bah, dis donc, je facilite pas grand-chose, quoi, hein. Et puis, en fait, je reviens sur les chercheurs, il faut les titiller, il faut les intriguer. Voilà, on n'est pas des sociétés de services, il faut que ce soit compliqué et complexe. Et il faut que ce soit, alors sur INRIA, ils ont des feuilles de route scientifiques pour 4 ans. Donc il faut que ce soit sur leur axe scientifique, sinon ça ne les intéresse pas. Et ils ne sont pas là pour aider tout le monde, ils sont là pour faire avancer la science et aussi de pouvoir aussi faire avancer la société quand il y a des terrains d'application qui peuvent être issus de leurs travaux de recherche. Donc voilà, il faut arriver à trouver la bonne adéquation. Et donc, c'est d'abord le problème qui va les intéresser. Donc, il faut avoir des problèmes. Donc, si vous avez des problèmes et des gros problèmes, plus c'est gros, plus c'est compliqué, plus ça va les intéresser. Voilà. Et je vous le répète, il faut ensuite avoir la capacité à travailler avec eux. François a eu cette capacité-là. Et là, ce qui est super intéressant, donc il a cité le PUI, Pôle universitaire d'innovation. Donc là, c'est la petite nouveauté dans le monde académique. Première étape, regrouper toutes les universités pour qu'elles soient plus compétitives vis-à-vis de l'extérieur. Donc là, l'université de Lille est unité maintenant, c'est une seule université. Ça a duré quelques années. Maintenant, c'est une seule université. Deuxième, mais ça a mis 20 ans pour y arriver. Deuxième étape, ça clash. Deuxième étape, c'est au sein il y a une université, mais il y a plein de choses qui gravitent autour avec plein de noms, des acronymes. INRIA, voilà, on est là. Il y a le CNRS, il y a l'INSERM, il y en a plein. Et donc, c'est pareil. Donc, les gens, vu de l'extérieur, les gens ne comprennent pas tout ce que ces gens font. Pourtant, on fait tous la même chose, on fait de la recherche. Mais comment on peut arriver à travailler intelligemment avec tous ces cerveaux-là et tous ces labos? Et donc là, le PUI a pour objectif de chasser un peu en meute et d'avoir un peu une vision un peu collective de ça et de se repasser les ballons pour justement créer ces interactions plus simples, plus fluides entre des personnes qui créent des choses, comme c'est François, et puis des laboratoires qui peuvent aider. Donc là, les deux choses quand même qui sont super intéressantes, on a plein de machins en France, on est habitué à ça, mais il y a des machins qui sont quand même intéressants. Et pour vous, la stage pré-thèse, donc ça c'est pas mal, c'est ce qu'a bénéficié Miodev et l'équipe Loki. Donc c'est le stage qui est payé par le PUI pour justement avoir cette ressource commune. Voilà, c'est de l'humain en fait derrière. On parle techno, mais en fait c'est de l'humain. Il faut que les bonhommes ou les femmes ou les hommes se comprennent sur un problème commun et qu'ensuite ils puissent travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, il faut avoir des personnes qui sont en capacité de travailler, parce que ce n'est pas des chercheurs qui vont faire le job, c'est des ingénieurs. Les chercheurs vont définir une feuille de route scientifique, mettre en place des hypothèses, et ça doit être validé par des personnes qui vont développer ensuite la techno. Donc là, c'est Danaël qui a bossé pendant 6 mois à la fois pour Miodev et à la fois pour Loki. Ça s'est bien passé.
Et puis, du coup, il y a une deuxième étape qui est la thèse. Généralement, en recherche, quand il y a un projet qui est intéressant, ça aboutit sur une thèse. Donc là, c'est 3 ans, financé par le FEDER, la région et puis INRIA, pour justement avoir 3 ans qui permettent de développer une techno qui soit bien différenciante par rapport à ce qui se fait sur le marché. Ouais, c'est hyper bien organisé. Ça fait 2 fois que j'entends le mot FEDER. J'ai 2 questions à te poser, Anthony. D'abord, c'est quoi ces acronymes? Donc, PUI, on a compris. FEDER, tu as parlé tout à l'heure de BFT, Bourse French Tech. Donc, tout ce financement est utile, mais j'ai compris qu'il y avait besoin d'abord de rencontrer un marché. Ce n'est pas la techno pour la techno, sauf si c'est de la recherche fondamentale. Là, on attend 200 ans pour faire des GPS. Et quelque part, est-ce que tu sais expliquer un peu ta valeur ajoutée par rapport à un écosystème qui, même si ça a mis du temps, s'est structuré par eux-mêmes, en tout cas sur le déploiement plus proche. Pour économiser ma batterie. Sur le FEDER, donc c'est un fonds européen qui est géré ensuite en région. La région ensuite engage ses fonds sur différents projets. Le FEDER, ça finance plein de choses, notamment des thèses, mais aussi plein d'autres choses. Et donc l'enjeu pour un projet Deep Tech, c'est savoir mobiliser les fonds dédiés au bon moment tout au long du parcours du projet. Donc il y a certains financements qui s'activent à certains moments, d'autres qui arrivent plus tard. Il faut savoir aussi combiner avec des fonds privés. Quel type? Ça va être de l'ouverture de capital. Il y a un moment donné, sur un projet Deep Tech qui se caractérise par des moyens importants, un time to market très long et des coûts de développement qui sont a priori plus importants. Donc, c'est des projets qui sont plus capitalistiques que les autres. Donc, ça nécessite des moyens plus importants et à un moment donné, il faut une combinaison entre des fonds privés et des fonds publics. Les fonds publics, c'est très bien. S'il y en a, il y a des montants importants à aller chercher qui chiffrent en millions. Enfin, si on cumule, on est vite sur des millions. Mais il faut aussi la surface financière en face, les fonds propres, cohérents avec les montants qu'on va chercher en fonds publics. Donc, il faut aussi des fonds privés qui interviennent tout au long de l'évolution du projet pour pouvoir avoir une cohérence entre les fonds publics et les fonds privés. C'est quoi? Là, c'est rarement des BA, c'est plutôt ça peut être du BA au début, fonds d'investissement, mais c'est vite du fonds d'investissement en amorçage avec voilà, des montants assez importants rapidement parce qu'encore une fois, on est sur des projets qui se chiffrent très vite en millions d'euros. Oui, mais le sujet de la deep tech, c'est de viser le temps long, de chercher un marché, mais pas forcément un applicatif économique à court terme. Un fonds d'investissement, il cherche pas sa rentabilité assez vite. Il faut que ce soit des fonds qui aient l'habitude d'investir sur des projets deep tech, qui savent que ça va prendre un certain temps, même si nous, on milite pour que les applications marché soient identifiées, qualifiées le plus tôt possible. Parce que sur un projet deep tech, on peut accepter une certaine incertitude technique. Ok, ça va prendre du temps, techniquement, on n'est pas sûr d'aboutir. Mais par contre, commercialement, il faut avoir identifié les marchés cibles le plus tôt possible pour au moins réduire cette incertitude sur le plan commercial. Parce que si je cumule une forte incertitude commerciale plus une forte incertitude technique, ça commence à faire beaucoup pour le même projet. Donc, il faut essayer de réduire, de balayer l'aspect commercial en disant « Ok, ça c'est sûr, si j'y arrive techniquement, c'est sûr que ça va se vendre », quitte à rehausser les ambitions techniques du projet, plutôt que de cumuler à la fois des incertitudes techniques et des incertitudes commerciales. Ça fait beaucoup, et les fonds d'investissement, pour eux, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, sur le volet commercial, il faut traiter le sujet dès les phases d'incubation très vite, quoi. Alors justement, j'ai entendu, on ne fait pas de la recherche pour de la recherche, même si les chercheurs adorent se confronter aux problèmes. On a le privé qui, en fonction de leur thèse, sont quand même engagés et sont conscients que le ROI peut arriver de manière un peu plus longue, mais il y arrivera, parce que le marché est là. Mais un chercheur, c'est pas un commercial. Ils sont rares les chercheurs qui deviennent des CIO. On fait comment pour trouver la personne qui va aller justement confronter le marché et traduire un peu
l'essence même de la recherche en business? Alors, il y en a, hein. Il y en a qui deviennent, qui arrivent à endosser les habits du chef d'entreprise. Il y a un tas de choses qui sont mises en place localement justement pour l'aider à grandir et puis à acquérir ces qualités-là, en sachant que les qualités du chercheur, elles sont pas si éloignées que ça des qualités du chef d'entreprise, hein, puisque il y a un ensemble d'éléments qui sont communs. Bon, évidemment, les sphères sont pas les mêmes, les temporalités sont pas les mêmes, mais bon, enfin, c'est pas de monde si éloigné que ça. Ils ont quand même des objectifs qui sont parfois assez similaires, contrairement à ce qu'on pourrait croire à première vue. Mais bon, parfois, certains veulent rester vraiment sur la partie technique. Et effectivement, dans ces cas-là, il va falloir trouver des talents, comme on dit en ce moment, pour venir renforcer l'équipe et puis diriger l'entreprise, hein. Alors, il y a pas mal de... Alors juste, je fais une petite digression sur l'aspect deep tech et le temps long. C'est toute l'essence du plan deep tech, hein. C'est de se dire, on va mettre beaucoup de moyens sur un ensemble de projets. On sait qu'il y en a beaucoup qui n'arriveront pas, mais ceux qui arriveront seront extraordinaires. Bon, alors pour l'instant, il y a quelques exemples, hein. Mais bon, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment un pari qui est pas si risqué que ça finalement. Les Anglo-Saxons le font depuis assez longtemps. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Mais en tout cas, c'est ça pour moi l'idée du plan Deep Tech. Alors, il y a quelque chose quand même d'intéressant à signaler, puisque là, on est sur le sujet Deep Tech ouverte. Donc, il y a ce que je disais tout à l'heure, vous êtes, vous, porteur de projet, il vous manque des compétences dans certaines disciplines, dans certaines technos, qui sont peut-être trouvables dans les établissements, que ce soit l'université, à l'INRIA ou dans d'autres structures d'enseignement et de recherche supérieure. Mais vous pouvez avoir ce profil aussi de potentiel CEO qui souhaiterait rejoindre une start-up deep tech issue d'un laboratoire de recherche. Et justement, ça tombe bien parce qu'il y a BPI qui vient de lancer sa version 2 de la bourse French Tech Lab qui vise soit à faire monter en compétences business management le porteur initial, soit à aller chercher un porteur de projet extérieur à l'unité de recherche qui a vu la naissance du projet et qui donne donc un certain montant pour financer la venue de ce porteur de projet et de l'intégrer effectivement dans le projet. François, tu n'es pas commercial, tu n'es pas chercheur, tu es ingénieur et pour autant, tu es le CIO de ta structure. Qu'est-ce que tu as dû endosser comme compétences que tu n'avais pas et aujourd'hui, après quelques temps, c'est quoi ton retour? Bonne question. J'ai dû endosser un peu tous les rôles de la fabrication des premiers protos pour faire nos bêta-tests il y a de ça 1 an. Donc ça, l'aspect démarchage commercial, aussi enquête utilisateur. On a beaucoup rencontré nos kinés pour savoir ce qu'ils avaient besoin. L'aspect un peu relationnel, ce qu'a dit Grégoire, justement avec la recherche, mais aussi avec le monde hospitalier et aussi financier. Pour justement, nous, on a bénéficié donc de la BFTE, mais aussi d'ODEFI pour nous soutenir sur cette année-là de commercialisation. Donc, on endosse pas mal de rôles à la fois. On apprend au fur et à mesure. Faut pas trop se cramer à tout vouloir faire en même temps. Être accompagné aussi, c'est bien. Ça aide. Et c'était quoi ta deuxième question? Non, savoir c'est quoi ton retour aujourd'hui. Mon retour, ça va. T'as des regrets ou pas? Non, toujours là. heureux de pouvoir commercialiser aujourd'hui, de faire une bonne première année et hâte de pouvoir continuer à travailler sur l'avenir de nos prochains projets. J'ai bien aimé le lien entre chercheur et entrepreneur parce que c'est vrai qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche une solution à un problème et un chercheur, c'est la même chose. Voilà, il y a l'aspect peut-être un petit peu plus financier, je dirais, non? Financier, sûr.
Un entrepreneur, c'est une boîte, c'est un centre de profit, il doit faire du chiffre d'affaires. Un chercheur va chercher peut-être plus pour. Il va chercher du financement. En fait, alors, on va pas tous les citer, mais c'est un moyen, c'est pas son objectif. Ouais, mais en fait, faut bien savoir que déjà, il y a la méthode. Donc, un chercheur, lui, il pose une méthode scientifique avec des hypothèses et tout ça. Donc, ça, c'est super intéressant parce qu'ils ont cette capacité aussi à savoir savoir un peu où est-ce qu'ils veulent aller. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est ils ont cette capacité à prendre des décisions dans l'incertain. Et un entrepreneur, c'est ça. Voilà, on continue d'avancer, on a une vision et tout ça, et puis on prend des décisions, on sait pas. Voilà, donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que on parlait du financement. En fait, un chercheur, quand ils sont directeurs de recherche, responsables d'équipe de recherche, responsables de labo ou même les autres, ils doivent aller chercher le financement pour financer leur recherche. Et en fait, ils sont les premiers commerciaux de leur équipe de recherche et de leur labo. Donc ça, ils ont l'habitude. Et alors, il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui aiment ça, et il y en a qui se révèlent avec ça, parce que quand ils créent leur boîte, finalement, il faut aller chercher l'argent là où il est, donc chez les clients. Voilà. Et ce que disait David Alexandre, il y en a finalement qui se révèlent sur cette partie-là, et donc là, ils n'ont pas forcément d'alter ego plutôt business, et ils endossent les deux casquettes, tech et business. Généralement, ils gagnent iLab, voilà, donc c'est un bon critère aussi là-dessus. Et puis après, oui, de toute façon, une équipe, elle est pluridisciplinaire, donc il faut arriver à trouver. Après, est-ce que le chercheur va être CEO ou CTO? Bon, là, a priori, on s'en fiche. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe, quand il y a un peu une faiblesse d'un point de vue commercial, d'un point de vue commerce, il faut qu'elle soit un peu renforcée. Et souvent, ça pêche par là, parce que si on veut explorer un marché, il faut des gens qui soient capables d'ouvrir des portes et d'aimer rencontrer les personnes. Parce qu'en fait, le commerce, finalement, c'est aimer rencontrer du monde et c'est aimer se faire des amis, quoi. Hein. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc, tout le monde est capable de le faire, hein, même si on est chercheur, ingénieur, voilà. Bon, super. Je vais poser une dernière question et préparer vos questions. On aura 10 minutes d'échange avec le public. Donc j'ai compris, hein, il y a le bon chercheur et le mauvais chercheur. Non, il y a le chercheur compatible avec le commerce et d'autres celui qui peut l'être un peu moins. Bon, pour ceux qui sont moins premier degré, c'est une petite référence aux Inconnus. Très bon sketch entre le chasseur et le bon chasseur, mauvais chasseur. Les binômes, chercheurs, profil business, par expérience, ça fonctionne quand même bien aussi. Ouais. Pourquoi on fait tout ça? La France a besoin d'investir autant sur la recherche et le développement. On a des super autres nations qui investissent des milliards et des milliards. On a un tout petit pays. Pourquoi on fait tout ça? C'est quoi votre point de vue pour conclure? Alors, moi, je vais juste rappeler qu'on est à Lille. À Lille, pendant un temps, c'était l'enseignement supérieur qui était un peu en dessous. Là, il est excellent. Voilà, on a 120 000 étudiants dans le supérieur. Donc ça. Le problème qu'on a maintenant, c'est c'est la rétention des cerveaux. Ils sont là et après, on a un super TGV qui est 1 heure de Paris et Paris sera toujours Paris ou d'autres, voilà. Ou ailleurs. Bon, bref, il y a d'autres capitales ou d'autres villes super. Hein. Mais bon, du coup, ils sont formés ici, ils sont plutôt bien formés et puis ils charbonnent. Donc là, l'idée, tout ce qu'on met en place aussi au niveau local, donc c'est l'État aussi qui nous aide, la région, tous ces gens-là, pour créer un terreau qui soit favorable à l'employabilité et avoir des emplois qui soient aussi en cohérence par rapport aux formations qui sont faites ici, donc Bac+5, Bac+8. Et donc, il faut bien qu'il y ait des nouveaux emplois, des nouvelles startups avec de la tech qui puissent justement donner envie à ces personnes-là de rester ici pour créer un peu les boîtes de demain. D'accord. Donc, c'est la rétention des compétences, des talents, des génies ici, que ce soit au niveau régional ou national, c'est la même logique. OK. On peut prendre un exemple, un très bon exemple, c'est celui de MC2 Technologies, hein, dont on parle pas mal en ce moment, qui taquine maintenant les 200, je crois, en effectif, avec des emplois à haute valeur ajoutée. Bon, j'en parle parce que c'est une spin-off de l'IEMN, donc c'est lié à l'université, mais pas que. Hein, c'est vraiment. Et donc voilà, quoi. Tu crées des boîtes à haute valeur ajoutée, tu fais du développement économique local, voire moins local, et puis tu donnes envie au cerveau de rester sur place, quoi. Ok, donc on est encore une fois, on garde les compétences, on garde les talents, on crée de l'emploi. Okay. On crée de l'emploi, et puis comme je disais tout à l'heure, mettre beaucoup d'argent comme ça peut permettre à terme de sortir des entreprises exceptionnelles. Entreprises exceptionnelles.
C'est ton objectif? Créer une entreprise exceptionnelle? C'est tout le but de MioDev. Et ouais, je pense que, je vous rejoins totalement. Et c'est super passionnant de développer. Même on travaille avec le CHU de Rennes, qui a aussi beaucoup de techno. Et là-bas, ils ont que des technos, mais ils n'arrivent pas à les appliquer sur le terrain. Et donc nous, on est là justement pour les transférer directement sur le marché et les commercialiser. Donc c'est vrai que c'est ça aussi l'intérêt de financer ce type d'entreprise, je trouve. C'est drôle, hein. On dirait un peu des jeux d'enfants, mais pour adultes. On s'amuse à chercher et on verra bien si on trouve quelque chose, mais on fait en sorte qu'on ne part pas dans tous les sens. Mais il y a quand même cette passion de vouloir s'amuser sur un bac à sable un peu nouveau, quoi. Pourquoi on fait tout ça, Anthony? On pourrait tellement faire de business plus simple, je sais pas, vendre en ligne des caleçons, c'est plus facile, non? Oui, je suis pas sûr. On est quand même dans une compétition aussi internationale, hein. Donc les US, les Chinois, ils nous attendent pas, hein. Donc ils avancent avec des gros moyens. Sur certains sujets, je pense là en ce moment à la robotique humanoïde, mais on est encore en train de laisser passer le train. Ils font des trucs de fou. On regarde ça, on dit waouh, ils en sont déjà là, et on prend souvent beaucoup de retard sur plein de sujets. Et on dit tiens, comment ça se fait qu'ils sont déjà là? C'est parce que eux, leur mécanisme deep tech, sans doute, il fonctionne mieux encore qu'ici. Alors ça y est, le plan deep tech il date de 2018, je crois, en France. Donc ça y est, on y met les moyens, mais on a un petit peu de retard à rattraper quand même. Bon, après, il faut être très conscient. L'un des leviers fondamentaux, ça reste quand même le financement. Et en France, on n'a pas parlé du SGPI, France 2030, pour ceux qui connaissent cet acronyme, c'est 54 milliards. C'est peanuts par rapport à d'autres hypernations qui ont un robinet au financement beaucoup plus ouvert parce qu'ils n'ont pas les mêmes aussi façons de gérer leur... Oui, et puis il y a le niveau européen aussi. Il y a ce qu'il y a en France, Et ça, les on va moyens pas- qui sont en France. Il y a aussi des moyens au niveau européen qui l'horizon Europe 2027, c'est 90 milliards, et ils parlent de passer à 150 milliards sur la prochaine programmation. Donc il y a aussi des moyens au niveau européen qu'il faut savoir aller chercher aussi. Bon. Donc en conclusion, c'est ce mot un peu tarte à la crème de souveraineté. C'est Tout à fait. C'est éviter qu'on devienne demain des vassaux numériques ou technologiques d'autres hyperpuissances dans lesquelles on n'aurait aucune mainmise, si ce n'est être des consommateurs. Bon, ça encourage à continuer. En tout cas, si on veut garder notre liberté sur les marchés, les technologies futures. Est-ce que notre audience, d'abord, on peut applaudir nos 4 invités. Bravo et merci. Je me sens moins bête après cette table ronde-là. J'ai compris plein de trucs. Est-ce que vous auriez des questions à nos invités? J'en vois déjà une là-bas. Alors, on va voir si j'ai un lancer froid. Attention aux têtes. Hein. Bonjour, Lassène, je suis ex-entrepreneur dans les industries culturelles et créatives. J'ai une question sur le SHS en fait. Est-ce que vous avez des exemples de start-up ou d'hybridation d'entreprises sur des recherches qui ont justement abouti à des développements nationaux ou internationaux? Okay. J'en ai un. Moi, j'en ai pas. Moi, j'en ai un intéressant. Alors, c'est que le début. Donc, il y a un très bon labo qui s'appelle Scalab qui gère aussi toute cette partie-là. Nous, avec le PUI, on a fait une formation donc, de quelques jours pour justement donner les bonnes pratiques de l'entrepreneuriat et puis toute cette orientation un peu commerce aux chercheurs, voilà, personnes issues du monde académique. Donc, voilà, on a fait une formation qui s'appelle Passer de la recherche à l'entrepreneuriat. Et dans ce programme-là, d'ailleurs, ça a été un projet qui a gagné le concours PUI. Donc, je vois un peu le PUI là, mais c'est nouveau. On essaye de faire un truc bien, donc on en parle. Donc, ça, c'est Sandrine Méjas qui est le projet Focus, qui changera à mon avis de nom. Mais elle a développé un outil. C'est sur la cohérence cardiaque. Et en fait, elle a trouvé un petit boîtier qui permet d'améliorer et de faire de la cohérence cardiaque plutôt pour les enfants et les adolescents. Mais là, il y a plein de demandes au niveau adulte. Et voilà, donc c'est la cohérence cardiaque, c'est une techno qui vient un peu de
du monde de SHS. Et là, c'est pas une techno, c'est une méthode. Voilà, et qu'elle a mis dans justement une techno. Donc, elle a trouvé des personnes qui ont développé le bousin, comme on dit. Elle a commercialisé ça et ça marche très bien. Et donc là, elle va te lancer dans pas longtemps. Voilà, donc on en a de plus en plus. Sur Startez aussi, c'est des personnes qui sont issues du monde SHS aussi. Donc, ça vient. Dans le micro. Hein, Ah oui, Nathan, l'enregistrement. on va les chercher, on adore ça. Mais ouais, donc là, on est quand même sur le projet Focus. Enfin, elle est créée maintenant, Sandrine, hein. Enfin, c'est pas loin. Il y a quand même, ça dépend ce qu'on entend par SHS. Si vraiment on est sur de l'immatériel, là, il y a quand même, il y a un produit avec un service associé. De la même manière, le projet dont je parlais avec l'instrument avant électronique, il y avait du SHS dedans parce que bon, les usages en musicaux, on peut le ranger dans SHS, mais c'est un peu un thème fourre-tout, hein, SHS. Il y a les sciences économiques, on peut les mettre dedans aussi. Enfin, donc bon. Ankama, qui est dans les industries créatives, là, par contre, ils rayonnent au niveau international. Ils ont de la recherche. Bah, je pense qu'ils ont bien dû mettre un petit bout de recherche dans leur techno à un moment ou à un autre. Bon, Ouais. ce qui est sûr, c'est qu'on a une poche intéressante qui s'appelle Eura Creative, anciennement la Pleine Image. Et sur l'un de leurs étages, ils ont un laboratoire de recherche universitaire qui est lié à l'Université de Lille, justement sur les ICC, donc les industries créatives et culturelles. Donc on peut valoriser, breveter des choses. Très, très psycho quand même, hein, Ouais. très psycho, marketing, etc. Ouais, c'est ça, Enfin, bon, ouais. Ça rentre ou pas dedans? Ouais, Ouais, on peut le faire. Non? On peut le faire rentrer. Nous, on pousse pas mal. On a le réflexe systématiquement, régulièrement, sur des entreprises qui portent des projets digitaux. On essaye de les pousser sur des domaines SHS. Pourquoi? Parce que vous avez souvent des outils digitaux qui en eux-mêmes ne comportent pas de dimension R&D. Par contre, l'impact que peut avoir ces outils au niveau comportemental, organisationnel, ça peut relever de la recherche. Donc là, par exemple, on souhaite lancer un projet avec une entreprise du Valenciennois qui est dans le digital et qui développe des outils pour le monde de la santé, les hôpitaux. Et leurs outils en eux-mêmes ne comportent pas de dimension R&D. Par contre, ce qui est intéressant de comprendre, c'est en quoi cet outil va avoir l'impact espéré sur l'organisation ou sur la QVT dans le monde hospitalier. Et là, par contre, il y a sans doute un beau sujet de recherche à lancer. Et un marché. Ok. Bon, ce qu'on retient, c'est que on a depuis quelques années maintenant la BPI qui finance non plus uniquement l'innovation technologique, mais aussi l'innovation d'usage. Okay. Donc, il faut être intelligent toujours en réponse à un besoin de marché. Est-ce qu'on aurait une autre question dans l'audience? Oui. Alors, essayez de vous le passer la balle sans tuer quelqu'un. Eh ben, que des rugbyman ici. Bonjour. Salut. Donc, moi, vous m'entendez? Ouais. Ouais, parfait. Donc Emmanuel. Plus proche, par Emmanuel contre. Berthet. Moi, c'est plutôt un conseil. Un peu plus proche, s'il te plaît. Ouais. Plutôt un conseil. Je voulais savoir si, pour une deep tech qui cherche à lever des fonds autres que publics, puisque sur un projet, on ne peut pas cumuler des fonds publics. J'ai entendu tout à l'heure que Anthony conseillait des fonds privés, mais souvent on a une technologie qui a des applications très tech, et même si tant bien même que le marché soit là, ça reste difficile de convaincre certains financeurs. Donc, est-ce qu'il y aurait des fonds spécialisés ou des structures plus adaptées ici dans le Hauts-de-France? Ici, dans les Hauts-de-France, il y a un fonds qui est dédié, il s'appelle Finovam, qui est en principe dédié au projet Deep Tech. Après, une levée de fonds, ça reste une levée de fonds. C'est-à-dire que même en s'adressant à des fonds qui ont une thèse Deep Tech, il faut réussir à convaincre des investisseurs. Hein. Donc, il faut que le projet soit carré, il faut qu'il y ait un certain niveau de maturité, il faut qu'il y ait une certaine forme de traction. Alors, sur un projet Deep Tech, une traction, ça va être plutôt
des industriels ou des clients potentiels qui vont vouloir fonctionner un peu en forme de co-développement. Donc il faut quand même ramener pas mal d'éléments pour réussir à convaincre des investisseurs, deep tech ou pas deep tech, quoi. Donc ça reste toujours compliqué, hein. Et en région, des fonds qui vont investir en deep tech, il y a Finovam, et puis après il y a des suiveurs au niveau des fonds, mais enfin il y en a pas en région, il n'y en a pas 50 non plus. Après ça va être vite sur Paris quand même. Pas de complément. On a encore deux questions. Vas-y, je t'en prie. Oui, bonjour. Nicolas Le Chevalier. Moi, j'avais plutôt une question en lien avec le monde de la recherche académique. Comme vous l'avez mentionné, il y a pas mal de projets de recherche qui ne trouvent pas d'application marché, d'application commerciale. Est-ce que vous savez si aujourd'hui, il y a peut-être je sais pas, une application, un site ou autre qui référence, peut-être sur le territoire régional ou national, l'ensemble des projets de recherche qui sont actuellement menés ou qui ont été menés dans les dernières années, peut-être pour avoir, même dans le cadre d'une idée ou autre, des pistes de collaboration sur cette base-là. Il y a un site qui s'appelle Plugin Labs, qui est pas mal foutu et qui permet justement de faire une recherche assez précise sur les problématiques et les domaines de recherche. C'est français ou européen? Je crois que c'est français. Non, c'est français. Non, c'est français, pardon. Le Plugin Lab, Ouais. c'est régional. C'est régional. C'est HDFID Ouais, qui a lancé ce site. Ça référence C'est pas- tous les labos, toutes les équipes, et toutes les thématiques de recherche sur toute la région. Donc Ça effectivement, le dépasse site est pas très bien fait. le cadre de la région, il me C'est semble. ce Plugin Lab, c'est régional. Ouais. Après, il y en a d'autres Ouais. équivalents dans d'autres régions, mais le Plugin Lab, il est régional. C'est HDFID qui lance ça. Et on n'en a pas un au niveau national. La BPI n'en a pas mis en place ou Au niveau national, non. Ouais, il y a l'ANR, ouais, mais qui finance les projets de recherche. Donc, effectivement, via l'ANR, on va trouver les projets qui ont été financés par l'ANR. Mais l'équivalent d'un plugin lab au niveau national, c'est souvent au niveau régional que ça se joue. Après, il y a un Deep Tech Connect qui est aussi lancé, qui permet. Alors, il y a un événement, par exemple, qui a lieu le 4 novembre prochain. Pour aller, c'est des rencontres, des meetings one-to-one avec des labos. Ouais. Les deux conseils, il y a les SAT, c'est leur job, Société d'accélération et transfert technologique. Nous, INRIA, on va dire qu'on a notre SAT intégré, donc il faut venir nous voir aussi. Mais après, il y a surtout, les chercheurs, si vous voulez que ça matche avec un chercheur, il faut aimer chercher. Et voilà. Et donc, faut chercher, mais alors, faut pas chercher bien loin. Les publis, c'est dans le domaine public, hein. Donc, si vous trouvez une publi intéressante, généralement, vous allez contacter le chercheur qui a publié et il va vous répondre dans le quart d'heure. Excellent. Merci. Après, on est là pour vous aider dans votre recherche aussi, hein. Si vraiment vous avez un besoin spécifique en lien avec un projet de création d'entreprise qui nécessite l'intervention d'une équipe, d'une unité ou même d'aller chercher les compétences spécifiques d'un chercheur, vous pouvez venir vous nous contacter puis on en discute. Allez, une dernière question avant une petite pause. Oui, bonjour à tous. J'ai une question par rapport à la création des projets Deep Tech. Donc, si on sait qu'un projet Deep Tech, on le lance pour plusieurs années, mais qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter parce qu'on a un très bon sujet et qu'on n'a pas envie qu'il s'arrête. La question que j'ai est concrète, c'est combien de temps faut-il en moyenne pour lancer un projet Deep Tech pour que ça commence à générer du chiffre d'affaires que la recherche commence en fait, qu'on ait trouvé les financements pour que vous puissiez vous payer et continuer à développer le projet, c'est qu'on commence à faire de la recherche en fait. Oui, le lancement du projet. Et, le lancement, tu peux peut-être répondre, Anthony. Le labo, quoi. Il faut déjà trouver le labo, donc et de la disponibilité. Parce que trouver un labo, c'est une chose, trouver la disponibilité humaine derrière pour avoir expérimenté ça souvent. On peut trouver le labo qui a les compétences sur le sujet, il n'a pas forcément la dispo. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est très variable. Pour toi, ça a pris 1 an, j'ai compris. Donc alors ça peut aller plus vite, hein, mais ça peut prendre 1 an, effectivement. Ouais. Donc il n'y a pas de réponse absolue. C'est au petit bonheur la chance. Ok. Et après, ça va dépendre vraiment de beaucoup d'éléments qui sont liés au projet, de
de la thématique du projet. Comme je disais tout à l'heure, il y a l'humain. certaines disciplines qui sont plus valorisables que d'autres. Il y a l'envie du chercheur. Et puis après, il y a un petit peu de hasard aussi, hein, qui fait parfois bien les choses, ou pas. C'est ce que je disais, vous êtes des marieuses. D'accord. Bon, on peut s'arrêter là, ce serait une belle conclusion. Il ne faut pas avoir peur, en tout cas. Il faut oser pousser les portes, trouver un angle, en tout cas, qui soit proche de la philosophie de la recherche. Donc être aligné et toujours avoir en tête un marché. La recherche pour la recherche n'a pas véritablement de vrai potentiel. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'esprit entrepreneurial, on le retrouve dans le monde de la recherche et c'est plutôt rassurant. Et il en va de notre souveraineté. Merci beaucoup. On peut applaudir nos 4 invités.